Nous sommes un centre ressources régional de l'économie sociale et solidaire. Et donc on a à cœur, ici à l'atelier, d'accueillir, d'accompagner des porteurs de projets en faveur de l'économie sociale et solidaire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et également, on travaille de manière assez étroite avec les collectivités territoriales d'Île-de-France. Et du coup, forcément, le Grand Paris est pour nous un enjeu important. On a un petit peu de mal à appréhender, qui est inscrit aujourd'hui dans la loi, puisqu'effectivement la loi demande effectivement à ce qu'il y ait un volet ESS dans le cadre des contrats de développement territoriaux du Grand Paris. Donc l'atelier se mobilise. On a eu une première rencontre en fin d'année dernière avec Métropole et les réseaux d'ESS, qui a donné lieu à des rencontres thématiques autour du Grand Paris, autour de l'insertion, de la culture, du numérique, de l'éducation populaire. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour continuer effectivement ce décryptage. Il faut savoir aussi que l'atelier travaille de manière un petit peu opérationnelle pour inscrire effectivement le volet ESS dans certains contrats de développement territoriaux, puisqu'on travaille sur un appel d'offres de la Caisse des dépôts pour travailler sur ce volet ESS dans le cadre de Est Ensemble, le campus Sciences et Santé et puis Boucle de la Marne. Donc pour nous, effectivement, c'est un travail de tous les jours et puis un travail aussi pour accompagner les acteurs de l'ESS en Île-de-France pour savoir effectivement comment appréhender et comment travailler avec cette nouvelle collectivité territoriale. Donc le journal L'Humanité investit le champ de l'économie sociale et solidaire par 4 pages mensuelles, tous les premiers mardis de chaque mois, qui traitent de différents thèmes. Et ce sera le 5 mai. C'est bien le 5, oui. Le 5 mai, ce sera sur la restauration collective sociale et les nouveaux circuits d'économie sociale qui contribuent à la restauration collective. Et donc on va parler du Grand Paris, de la région Île-de-France. Nous au départ, la motivation, c'était pas tellement la métropole ou le Grand Paris, c'était de travailler sur les représentations qu'on peut avoir de la banlieue et des quartiers populaires. Et donc les questions d'image, les productions d'images. Et évidemment, on travaillait sur les questions de mémoire urbaine, en particulier de valorisation de la mémoire urbaine de ces quartiers, à travers leur production culturelle et artistique. Et on avait quand même l'idée que pour pouvoir transformer, recomposer un petit peu ces espaces et ces relations entre centre et périphérie, il ne fallait pas le faire tout seul, il fallait le faire avec toutes les personnes qui pouvaient avoir envie de travailler à une recomposition et de nouvelles productions, une réinvention de la manière dont on pouvait considérer ces territoires. Donc on a commencé à s'intéresser à cette circonstance, parce que c'est une circonstance assez historique, même si le projet il date de Napoléon III en réalité, voire même on peut remonter plus loin dans l'histoire, mais de cette circonstance, de cette métropole qui se construit, et qui se construit, il ne vous aura pas échappé que ça nous a complètement échappé à nous, citoyens, associations, acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui se construit quand même beaucoup par des techniciens, pour ne pas dire des technocrates, et puis par quelques élus, parce qu'en réalité il n'y a pas énormément d'élus. Quand on discute avec les élus, il y en a beaucoup qui se trouvent aussi un petit peu à l'écart de la compréhension de tout ce mouvement. Donc on s'est intéressé à ça et on a conduit un projet avec la région Île-de-France, je crois qu'ils doivent être là aujourd'hui, je les salue en tout cas, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dès le départ. Il y a quand même des institutions qui se posent la question de la participation citoyenne dans cette construction. Et donc on a mené un projet Métropole et Participation avec en premier lieu un diagnostic. On est allé voir justement un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier des acteurs associatifs, mais aussi des gens qui travaillent sur l'urbain, sur le numérique, sur l'architecture. Et on a fait un petit diagnostic. Et ce qui est ressorti de ce diagnostic,
c'était, ok, on veut bien s'associer à cette construction, mais comment le faire? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace de discussion, il n'y a pas d'espace d'échange, il n'y a pas d'espace de rencontre pour travailler cette matière-là. On n'a nulle part, pas d'espace démocratique au fond, pour pouvoir investir ce sujet. Donc déjà, il faut créer cet espace démocratique. Alors c'est ce qu'on a fait en premier lieu en créant, on a appelé ça les Metrokawa, donc c'est un moment d'échange, de rencontre, de coproduction avec des acteurs très très divers. On a mis autour de la table à chaque fois des gens qui peuvent être aussi bien des chercheurs, des syndicalistes, des journalistes, des artistes, des responsables associatifs, des gens qui travaillent dans l'insertion, etc. Des institutionnels, des élus parfois, évidemment. Et puis l'autre chose, très vite, qui est sortie également, c'est que, comment dire, ça échappe parce que c'est super complexe, quoi. Et donc il y a cette espèce de réticence aussi à investir ce sujet parce que ça paraît tellement lointain, ça paraît tellement gigantesque, ça paraît tellement compliqué à comprendre, et de fait, il y a des enjeux qui sont aussi bien quand on tire le fil un peu de cette métropole. Ceci dit, c'est passionnant d'un point de vue de l'éducation populaire, justement, parce qu'il y a plein de fils à tirer au niveau économique, politique, social, etc. Néanmoins, ça rebute parce que les enjeux sont super complexes et hyper politiques, évidemment, par rapport à cette région Île-de-France, enfin cette agglomération parisienne dans laquelle les jeux politiques sont très très tendus. Voilà. Donc, la deuxième chose qu'on a essayé de construire, toujours avec ce collectif qu'on essaye de bâtir autour de Métropole, collectif d'acteurs, on travaille le plus possible en coproduction, c'est une pédagogie. C'est-à-dire comment, à partir des besoins qu'on identifie, on interroge les gens sur ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre par rapport à cette métropole, qu'est-ce qui reste une zone d'ombre, des points aveugles, et à partir de là, on va chercher, nous, les réponses. On va chercher, nous, à construire ou à déconstruire la complexité, à expliciter les enjeux, à la rendre beaucoup plus accessible à tout un chacun. Ce qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, voilà, il y a des intrications, il y a peut-être aussi des manières nouvelles, on parlera peut-être de considérer le rapport au territoire, et pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont souvent très territorialisés, eh bien, voilà, c'est peut-être des nouvelles façons d'appréhender le monde politique, le développement local, le développement économique, et il y a plein de choses par rapport à ça qui sont à creuser. Donc ce sont les deux espaces qu'on a créés. On est en train d'en créer un autre, la Métrosource, qui serait une forme de lieu d'échange des expertises diverses et variées pour l'économie sociale et solidaire et pour les institutionnels, les décideurs publics et privés et les chercheurs. Voilà, et donc une forme de laboratoire, un peu d'innovation sociale. Et puis, comme ça a été rappelé, on a fait, avec la région, toujours le Fonds régional du développement de la vie associative, je les cite parce qu'ils sont des soutiens très importants, on a entrepris de sensibiliser le plus possible de réseaux associatifs et d'acteurs associatifs de la culture, je rappelais, de la culture, de l'éducation populaire et de l'emploi et de l'insertion. Voilà, donc on fait ce boulot-là. Et alors, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il est vrai que beaucoup d'acteurs se rendent compte qu'il y a un train qui est en train de passer et que potentiellement ils sont en train de louper ce train-là. Voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille avec ces Sans frontières, on parle d'un pragmatisme. Je ne vais pas m'étaler très très longtemps sur les activités, mais peut-être quand même étayer l'idée d'activité économique large. La plus grosse activité, c'est la collecte de parcs informatiques en fin de première vie dans les entreprises et administrations, pour leur donner une seconde vie qui partent, tous ces ordi repartent vers le solidaire. ONG, associatifs, personnes à faible revenu, etc. C'est à peu près 50 000 ordinateurs par an dont on évite la destruction, pour environ 30 000 qui partent rééquiper des structures solidaires au sens très large. Deuxième activité, on est prestataire logistique pour des marques de mode éthique et commerce équitable, la plus connue étant Veja, donc les baskets fabriquées au Brésil, etc., caoutchouc recyclé. Et enfin, la troisième activité, on est prestataire pour une marque qui s'appelle Upcycle, qui fait de la pleurote sur du marc de café recyclé. Voilà, donc trois activités qui en soi
sont plus des effets d'opportunité. On n'avait pas cherché forcément à trouver du liant, de la cohérence entre tout ça. On va dire que la seule cohérence qu'on y trouve derrière, c'est une certaine lutte contre le gaspillage et se dire que le déchet a une grosse valeur. On n'est pas les premiers à se dire que le déchet avait de la valeur. Les grands groupes Veolia, Patrick et compagnie savent que le déchet a beaucoup de valeur. Donc pour répondre à ta question, le lien entre... C'est vrai qu'ASF et le Grand Paris, tout de suite on ne dirait pas forcément qu'il y a un lien. En fait, si pour nous, l'idée c'est d'avoir une visibilité plus grande, de ne pas forcément être une petite structure d'insertion dans son coin, même si elle a quand même une certaine taille, 70 salariés c'est pas rien, mais c'est profiter de cette mouvance que je pense très positive. Il y a quelques années, l'ESS était un vaste mot dans lequel on mettait énormément de choses, et je pense qu'au niveau du grand public, ça n'avait quasiment aucun sens. Aujourd'hui, ça se structure, et surtout, ce qui est très rassurant, c'est que les structures entre elles se parlent. Alors, je ne suis pas un vieux de la vieille de ce monde-là, mais je pense que dans le monde associatif, c'était beaucoup chasse gardée, c'est ma structure, je suis président d'eux, et il n'y avait pas forcément autant de travail en commun. Aujourd'hui, je pense qu'à la conjonction de deux choses, il y a un monde associatif qui n'est pas forcément au top, financièrement notamment, donc c'est obligatoire pour être plus fort et pour se regrouper, sans perdre son ADN, sans perdre ce pourquoi on existe, et c'est cette ambivalence permanente entre le social et l'économique qui est à la fois passionnante mais qui est très dangereux dans le sens où au quotidien et avec les collaborateurs permanents notamment, la question permanente c'est ok, on peut mettre cette action en place, mais quel intérêt pour les salariés en insertion et est-ce qu'on ne perd pas notre ADN initial? Donc à chaque fois, chaque décision qui est prise, c'est ça, c'est est-ce qu'on ne transforme pas la structure à mauvais escient. Avec le Grand Paris, on sait qu'il y a des marchés. Alors dans l'insertion, il y a beaucoup de marchés liés au BTP, aux espaces verts, etc. qui vont sortir. Directement liés à nos activités à nous, c'est pas flagrant, mais surtout c'est s'insérer dans la concertation et profiter de ce moment pour que le monde associatif, l'insertion et l'ESS au sens large prennent plus de place dans cette concertation et que c'est deux mondes qui, moi ça m'a choqué quand j'y suis rentré, j'ai fait des études de commerce pour finir dans le social, socio-économique et bien souvent le social et l'économique sont deux mondes qui, un, ne se connaissent pas et souvent ne s'aiment pas. Et moi, auprès de mes chargés d'accompagnement socio-professionnel, ce que je leur dis, c'est si vous diabolisez l'entreprise, comment on peut insérer nos propres salariés dans l'entreprise. C'est l'économique qu'on cherche, c'est le boulot qu'on cherche pour nos salariés, donc il faut croire dans les grandes entreprises, il faut croire que la RSE, c'est pas du bullshit, il faut croire que l'ESS, ça se développe, sinon on va juste rester dans notre coin, on fait très bien, on a un très très bon taux de sortie positive, ça veut dire que beaucoup de nos salariés trouvent un emploi et une formation. Mais il faut se rapprocher du monde de l'entreprise et malheureusement c'est pas l'entreprise qui va s'adapter à nous, c'est au monde associatif et à l'ESS de faire évoluer le modèle pour trouver ce modèle socio-économique et convaincre les entreprises que oui, l'ESS a une vraie existence économique et pas que sociale. On n'est pas dans l'occupationnel, on est dans un vrai nouveau modèle économique. Donc, voilà, la réponse c'est ça, c'est prouver, c'est le moment de prouver que via le social on fait de l'économique aussi. Et que ce sont des modèles, parce qu'il n'y a pas un modèle, qui sont viables, et c'est une lutte permanente pour montrer qu'ils restent viables. Comment fonctionne Veniverdi et quels sont ces grands chantiers actuellement? Et comment vous vous sentez dans l'économie sociale? Alors Veniverdi, c'est on veut faire pousser à manger partout. Donc on installe des potagers dans les écoles, dans la rue, sur les toits, et pour certains on les anime, pour d'autres on les exploite et on revend la production. Alors, en fait, je ne me pose pas autant de questions. C'est 4 salariés et 60-70 bénévoles, puisqu'on souhaite mettre en place une agriculture qui soit essentiellement participative. Si on veut pouvoir la produire, il faut obligatoirement qu'on s'y mette tous ensemble, parce que économiquement, l'agriculture en ville, en tout cas, n'est pas viable. Et donc il faut imaginer des choses qui fonctionnent complètement différemment. Alors nous, on essaie de faire donc une agriculture qui soit urbaine. On mélange dans nos activités des salariés et surtout des bénévoles. D'ailleurs, on n'aime pas les appeler les bénévoles puisqu'ils participent et parfois ils travaillent plus que nous, puisque nous on les regarde. Notre objectif donc, est de produire et de distribuer et de produire une alimentation qui soit abordable, saine, ultra-locale, etc., etc. Vous avez sûrement entendu parler de tous ces mots-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas.
Pour moi, l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas très bien, mais surtout, moi, ce que je veux, c'est remettre l'humain à sa place. C'est lui qui se prend en charge et qui décide de produire et qui occupe l'espace collectif. Je ne vais pas plus loin. Pour résumer, c'est remettre les usagers, donc les habitants, au départ de la chaîne de production du logement. Aujourd'hui, le logement, il est produit pour, on va dire, sur une base de typologie, et puis derrière, soit on le loue à des locataires sociaux, soit on le vend, mais les habitants n'ont pas leur mot à dire sur les qualités des matériaux, de la construction, des relations de copropriété qu'ils vont avoir. Donc l'idée, c'est de réintroduire les usagers en amont pour qu'ils puissent définir une commande sur mesure, et ensuite, les opérateurs vont produire ou rénover des logements sur mesure. Donc c'est un logement sur 5 en Allemagne depuis une vingtaine d'années, et ça arrive très fort en France. Les avantages pour les habitants, qu'est-ce que c'est? Donc c'est de l'achat groupé finalement, même s'il peut y avoir du locatif aussi. Donc qui dit achat groupé, donc dit on achète moins cher. Deuxièmement, c'est de la personnalisation, donc on identifie les usages spécifiques que des habitants souhaitent avoir, et notamment qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commun comme espace et comme service à l'échelle de leur petit immeuble ou de leur lotissement. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en commun? Ça peut être des espaces techniques comme des machines à laver, ça peut être des espaces qui sont peu utilisés, qui n'ont pas les moyens finalement d'utiliser à temps plein comme des chambres d'amis, ça peut être avoir accès à plus d'espaces et de services que seuls ils ne peuvent pas se payer, comme une salle des fêtes, comme une terrasse, comme des jardins, etc., etc. Et le troisième avantage de l'habitat participatif, aussi appelé cohabitat, aussi appelé habitat groupé, etc., c'est les relations de voisinage. Donc beaucoup de personnes trouvent que finalement en ville, on est anonyme les uns vis-à-vis des autres, et qu'on a perdu cette capacité d'être en relation avec ses voisins. Or, le voisinage, c'est un des 5 réseaux qui font société, un des 5 réseaux de proximité avec la famille, le travail, les amis, le réseau affinitaire. Et on a perdu cette capacité à aller frapper à la porte de l'autre pour demander un petit service ou à s'organiser pour se dire est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre des choses en commun. Donc voilà pour les avantages. En termes de Grand Paris, pour nous, c'est pour ça que c'est pas aussi simple, même si ça commence à le devenir. Pour que ça fonctionne, l'habitat participatif, donc l'immobilier c'est quelque chose de très concret évidemment, qui parle aux habitants. On n'a pas de problème à trouver des personnes qui veulent cohabiter. On a de moins en moins de problèmes à trouver des opérateurs, donc des acteurs professionnels de l'immobilier qui se disent ok, je vais voir comment je peux adapter mes processus pour travailler avec un groupe d'habitants. Donc ces opérateurs, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des promoteurs, ça peut être des assistants à maîtrise d'ouvrage, c'est des banques, des architectes et des notaires, donc voilà un peu la chaîne immobilière classique. Donc il faut qu'ils adaptent leur processus de travail, donc il y a aussi de la conduite de changement à faire là-dessus. Donc on a les citoyens qui sont mobilisés, on a des professionnels qui commencent à comprendre qu'ils ont besoin de se rapprocher des usagers parce qu'ils commencent à voir qu'il y a de moins en moins d'achats, par exemple dans l'immobilier, peut-être qu'il y a un problème de dimensionnement de l'offre. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut un troisième acteur, c'est les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que pour construire, il faut un lieu pour construire. Et en Ile-de-France notamment, c'est très concurrentiel de trouver des terrains. Donc aujourd'hui, comment s'adresser à un propriétaire foncier qui a un terrain à construire et qui peut le vendre à un promoteur qui a déjà 50 références d'opérations réalisées, et lui dire, et le convaincre de dire, vendez plutôt à un groupe d'habitants. C'est très difficile de passer donc, sur le marché privé. C'est pour ça que nous on a sollicité, avec l'appui de la région Île-de-France, on a lancé une opération qui s'appelle le Printemps du Cohabitat. On a contacté une centaine de collectivités en Île-de-France, et on va élargir le cercle très prochainement, pour identifier des villes qui peuvent réserver des terrains ou des petits bâtis à partir de 7, 8, 10, 15 logements, en se disant l'habitat participatif en termes de vivre ensemble, d'économie et d'éco-construction, en effet ça rentre dans ma ligne politique, et nous je vais réserver des terrains pour faire ça. Donc voilà, on a réussi à trouver 5 collectivités qui sont Paris, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, le Sénart et le parc naturel régional du Vexin. Donc on est très contents. On a aussi essayé d'associer d'autres personnes, d'autres organismes publics. Donc on a contacté un peu 5 ministères. On a contacté le ministère du Logement, le ministère de la Ville, le ministère de l'Écologie, le ministère de la Fonction publique. Et un 5e que j'oublie. La culture. La culture parce que l'architecture est dans la culture. Et voilà, parce qu'on fait un travail de lobbying. Donc moi je suis entrepreneur, mais je suis aussi et surtout engagé pour un monde un peu différent.
Et on se rend compte qu'en fait, en termes d'innovation, bon, d'abord, il faut qu'il y ait une base, hein, c'est-à-dire une demande citoyenne. Deuxièmement, des processus et des opérateurs qui soient mobilisés. Ensuite, l'échelon pour nous essentiel, c'est les villes, les maires et les collectivités. Et derrière, peut-être qu'on réussira à avoir une réflexion plus macro et plus institutionnelle avec les ministères, avec les établissements publics, avec le Grand Paris. Mais honnêtement, le millefeuille institutionnel, c'est beaucoup de travail pour des startups de l'économie sociale. Une science école, donc voilà. On essaie d'ouvrir des brèches. Je précise. Je vais juste vous poser une question. Quelle est la mesure des initiatives d'habitat participatif, de cohabitat, etc. Est-ce qu'on est dans le small is beautiful ou est-ce qu'on commence à avoir des petits bouts de ville ou des petits bouts de quartier? Alors il y a, je pense qu'il y a deux types de programmes d'habitat participatif, on va dire trois, des grandes maisons indivisées, mais ça c'est vraiment des petites choses qui se passent sous construction courant. Ensuite il y a des terrains de moins de 10 logements, des terrains qui par exemple appartiennent à des villes, qui sont trop petits pour intéresser des promoteurs ou des bailleurs, trop grands pour une famille seule évidemment. Et là, on peut développer de l'autopromotion. Donc il y a des dents creuses comme ça dans les villes qui peuvent être saisies par la collectivité, faire appel à des groupes d'habitants qui ensuite définissent une commande sur mesure. Et il y a un deuxième type d'opportunités, de terrain, qui sont donc les ZAC, les écoquartiers, les grands réaménagements, où là, un opérateur qui souvent est un aménageur fait appel à un opérateur global pour aménager un quartier entier, dans lequel une partie des logements peuvent être réservés à l'habitat participatif. Pour l'instant, on voit sortir beaucoup de consultations, donc je pense que c'est en train de se démultiplier. Nous, on répond à des consultations avec des bailleurs sociaux et des promoteurs pour répondre donc, au réaménagement de quartiers entiers. Et on se rend compte que là-dedans, faire intervenir les habitants donc, dans qu'est-ce que ça va être leur futur logement, mais aussi qu'est-ce qu'ils vont pouvoir partager comme espace public, ou des relations qu'il va y avoir avec le quartier, avec les associations locales, avec les structures de SS, etc. Ça crée une dynamique qui est très positive pour pas que ce soit une superposition d'éléments urbains les uns à côté des autres, mais qu'il commence à y avoir du bilan sur un quartier. Donc voilà, ça commence, il y a à la fois des dents creuses sur moins de 10 logements et des écoquartiers qui vont intégrer l'habitat participatif. En termes d'opérations réalisées, pour l'instant on compte peu. L'Île-de-France était en retard, on essaye de rattraper le retard. Mais c'est très développé en Alsace-Lorraine, en Bretagne, aussi en région lilloise. On serait sur 300-400 programmes en cours. On est encore très loin de la Belgique où c'est 10% de tous les logements, en Allemagne où c'est 20% de la production neuve. Mais on n'a pas aussi cette culture de la concertation et de la négociation qui est nécessaire pour que tout le monde, pouvoir public, opérateurs et citoyens puissent se parler. D'abord, il faut... S'agissant de la communauté d'agglomération pleine commune, bon, je crois qu'il faut quand même indiquer qu'on a été repéré depuis maintenant plusieurs années comme étant un des territoires les plus productifs en termes de structure d'économie sociale et solidaire. C'est ce qui nous a amené à signer une convention quadripartite avec l'État, la région, le département, et à installer un comité de suivi. Donc c'est ce comité de suivi auquel on invite l'ensemble des acteurs concernés qui a il y a quelques semaines réuni 90 personnes au siège de pleine commune. Et quand on dit suivi, c'est-à-dire c'est pas seulement un lieu où on vient faire le journal télévisé de la mise en œuvre de la convention quadripartite. D'abord parce qu'on a eu un premier temps avec Michel Aberbet sur la loi Hamon, quelles étaient la nouvelle donne politique et légale à la matière. Et donc une première heure là-dessus, ensuite on balaye dans le dialogue l'ensemble de la convention et quelques points, 3-4 points qu'on met un peu en exergue, et puis on a un temps ensuite en atelier sur des aspects plus pratiques, le financement, les coopérations, comment l'ESS et la politique de la ville, comment ça s'articule. Voilà. Donc là on est dans le pratico-pratique. J'indique ça d'entrée parce que Philippe vient d'en parler, mais parce que ça marque un peu la façon dont on entend. En tout cas, bon, moi j'entends travailler cette question-là. Donc avant de répondre à la question sur mes collègues et sur l'institution, je vais insister là-dessus parce que, évidemment, si l'on considère que l'économie sociale et solidaire, c'est la cerise sociale du développement du capitalisme et tous ces bazars-là, bon, évidemment, il n'y a pas besoin de s'empêtrer trop dans des modes
de contrôle, de production commune et collective qui soit très partagée et qui se situe avec l'appui de l'institution, mais en tout cas de façon autonome et, j'allais dire même, très responsable par rapport à l'institution. C'est-à-dire que, autrement dit, que ce ne soit pas l'institution qui, parce qu'elle a une convention, corsette tout. Donc je conçois plutôt l'action du pouvoir public là-dedans comme étant une action de facilitateur, c'est le sens des appels à projets qu'on a, de ce que l'on soutient, et non pas comme une espèce de bureau soviétique de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Bon, comme je suis un humain, on peut se permettre d'essayer ce genre-là. Voilà. Deuxième, donc c'est à partir de cette dynamique que certains appelleraient citoyenne, je trouve à la fois intéressant et en capacité d'ancrer le développement de l'ESS. Le président de l'AGNO a dit l'ESS c'est la 3e priorité pour ce mandat, donc bon, c'est quand même un truc sérieux. Bon, mais si on veut faire ça, je pense que, parce que sinon l'appareil bureaucratique des administrations habituelles viendra lessiver tout ça et servira juste avec un tout petit peu de peinture rose et verte. Voilà. Bon, tout ça n'est pas très intéressant si nous en restons là, à mon sens en tout cas. Donc il faut qu'on ait une mobilisation citoyenne qui soit très forte, qui interpelle, qui aille dire mais attendez, vous êtes le premier constructeur de logement social dans la région Île-de-France, mais l'habitat coopératif c'est quoi? C'est deux petites expériences intéressantes, mais il faut aller plus loin. Donc quels objectifs on se fixe? On a une coopérative d'accession sociale à la propriété, un bailleur qui compte, qui est très lié à l'aglo. Comment l'économie sociale et solidaire là-dedans, ça vient, y compris dans la mutualisation de services, etc., hors cadre coopératif. Comment, puisqu'on veut avoir un parc informatique dans chaque école, comment on fait plutôt appel à TAE ou à des recycleurs d'informatique plutôt qu'au trust type Dell ou je ne sais qui. Je balance. Le matin, c'est normal. Bon. Voilà, ça. Et c'est ou quand on sait que l'équilibre alimentaire des villes n'est pas assuré dans 25 ou 30 ans, comment on fait en sorte que dans la construction des villes, on a quand même encore mis quelques dizaines de milliers de mètres carrés à urbaniser, et dans les plans locaux d'urbanisme, dans le plan local de l'habitat concerné avec l'État, comment on intègre cette question de l'agriculture urbaine. Pour répondre à la question de Jean-Philippe, je vous avouerai que quand, il y a 1 an et demi, j'ai présenté au bureau municipal de Saint-Denis, parce que je suis aussi de la Saint-Denis, un rapport sur l'agriculture urbaine. J'ai cru que mes collègues allaient avoir un malaise. Le BN, c'est le lundi soir, donc ils sont pas encore fatigués de la semaine. Mais bon, ils se sont dit, ça y est, ça doit être encore en train de nous sortir une connerie comme d'habitude. Ça a été un peu lourd. Il a fallu quand même qu'on travaille avec l'agence locale de l'énergie de pleine commune, etc., sur un certain nombre de choses. Et on a quand même 180 ou 190 gendarmeries, si je ne me trompe. Bon, pour qu'on fasse avancer un peu la question, qu'on commence à l'intégrer, mais ça reste quand même perçu comme étant donc marginal, c'est-à-dire l'espèce de héros, enfin dans le sens de celui qui parle, qui dit oh là là, attention, oui, mais enfin aujourd'hui en Californie, l'eau potable c'est terminé début mai, Sao Paulo au Brésil, qui n'est quand même pas un village, aujourd'hui ils ont un problème d'accès à l'eau. Hein, voilà. Donc ça c'est la réalité aujourd'hui de la dégradation d'une société, d'une planète, où on fait passer le pognon d'abord et l'humain travaillera derrière quand il existe encore. Voilà. Donc, alors après, on est, et je conclurai là-dessus pour l'instant, on est quand même dans une dynamique à la fois à l'agglomération et à la ville, où ces questions-là sont portées depuis de longues années, hein, où le vivier citoyen est fort et insistant, et très divers aussi. Hein, et donc, ces questions apparaissent quand même moins marginales que je peux avoir l'air de le dire. On a un éco-budget, par exemple, donc aujourd'hui, dans la pratique budgétaire, c'est important dans l'institution, dans la pratique budgétaire, l'éco-budget est présenté au même titre que d'autres éléments. Un certain nombre d'éléments dont j'ai parlé, pas tous, à mon regret, mais il nous reste quelques années pour avancer là-dessus, sont intégrés aujourd'hui dans les schémas directeurs et les plans locaux, soit d'urbanisme, soit, enfin l'ancien poste, soit dans le plan local d'habitat, puisque avec l'État, le 4 quarts comprend, le 4e quart, c'est tout ce qui est vert, y compris donc l'utilisation des murs, des terrasses, etc. Donc on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à prendre. Il y a besoin, et là je pense que la collectivité, parce que c'est la seule qui a cette périphérie et cette ampleur-là, il y aura un rôle, et il y aura un rôle
décisive de la collectivité pour faire en sorte que ça nourrisse une démarche autonome, construite, délibérée, et que ce ne soit pas seulement de l'ordre de l'accompagnement, mais que ce soit de l'ordre de la construction, et j'ai même envie de dire de la construction d'une alternative concrète à l'évolution du monde tel qu'il est aujourd'hui. Nadia Berakchi, d'abord membre du comité de suivi en tant qu'association coopérance sur le territoire de Plaine Commune ESS sur un projet de centre social, premier centre social coopératif, et par ailleurs présidente de la Fédération des centres sociaux de la Seine-Saint-Denis. J'avais deux questions peut-être, parce que quand on parle de l'ESS, je vois bien un certain nombre de leviers, de potentiels, etc. Mais je me pose toujours la question de la gouvernance. Par exemple, dans votre entreprise ou dans vos projets coopératifs, je me pose la question de la mixité sociale ou de la place des salariés dans l'entreprise. Parce que pour moi, enfin, c'est pour ça que quand on dit ESS, il y a beaucoup de choses. Quand on dit la place de l'humain, il y a beaucoup de choses. Moi, je me dis quelle est la place de l'humain, de quel humain, les classes populaires, elles se trouvent où dans ce type d'organisation, quelle est la part de pouvoir qui va leur être donnée, ou en gros à qui profite le crime. On parle de l'économie et le social, ça sème pas, jusqu'où ça sème et jusqu'où ça va. Parce que, enfin, oui, voilà. C'est semé ou sémé? Les deux, si vous voulez. Non, mais voilà, on voit arriver. Alors, il y a de la gentrification qui se fait dans les territoires populaires avec des jeunes entrepreneurs qui ont du talent, etc. Mais on se pose toujours la question on dit on fait pour. Est-ce qu'on fait pour ou est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait avec pour qu'ils puissent continuer à faire? Voilà. Les capacités d'emprunt, par exemple, dans l'immobilier, la possibilité dans certaines entreprises d'être non pas dans une relation d'assistance et de soutien, mais de passer de ça à quelque chose d'autre. La question, c'est cet endroit-là. Voilà. De tout, dans l'agriculture, on a de tout. On a des gens, des jeunes, des vieux. Là, toute la semaine, on a des petites dames bien âgées qui se sont chargées de nous enlever le scotch sur les cartons pour qu'on puisse les mettre dans la terre pendant qu'elles s'occupaient de nous faire à manger, etc. Donc on a des gens bénévoles, il y a des gens qui viennent travailler. Vous avez toutes sortes de profils. Quand je vous dis tout, c'est tout. Des cadres de chez Carrefour, jusqu'au chômeur du coin, ou au dealer qui s'occupe de sa poule. Ça coule. Oui, ça coule. Pour les œufs, quoi. Oui, ça coule, pardon, ma poulailler, excusez-moi. De là, Enfin, non, pourquoi je m'excuse, du coup, c'est tout, là. Bon, c'est pas de nouvelle armure. D'autres demandes de parole? Comment on fait le lien avec les exigences SRU entre ces projets-là? Est-ce qu'on peut le faire? Parce que nous, on a une nouvelle majorité. Vous pouvez vous présenter? Vincent Gastaud, chargé de mission dans une collectivité de l'Est parisien, qui s'appelle Marne-et-Champagne, chargé de l'agenda 21, et on travaille sur le Grand Paris à travers plutôt l'impact du métro là, chez nous. Et l'idée, c'est qu'on va effectivement, on est en face d'une municipalité qui veut mettre un peu le boisseau sur la construction de logements sociaux, essayer de faire relever un peu les CSP sur son territoire pour diverses raisons. Et donc, le point, c'est est-ce qu'on peut, à travers le système habitat participatif, arriver à tourner les choses de sorte qu'il y ait une perception différente du logement social, parce qu'actuellement, si on est frontal sur le locatif social, on sait qu'on passe très mal. Donc est-ce qu'on peut arriver avec, je crois que dans la loi Allure, il y a un statut à LS ou je sais pas quoi. Comment... Participatif, c'est une manière de produire avec les habitants. Et le montage derrière, ça peut être de l'accession à la propriété, ça peut être de l'accession sociale à la propriété, ça peut être du logement social. En moyenne, on dit, enfin bon, les moyennes c'est difficile à faire sur un petit échantillon, mais il y aurait 70% de l'habitat participatif, c'est de la copropriété, enfin c'est de l'accession à la propriété, 30% c'est du logement social. Donc on peut faire des opérations mixtes en termes de montage juridique et financier. Et en termes de perception, pour des élus de droite notamment, c'est vrai que c'est pas assimilé à du logement social, mais il y a quand même de la solidarité, il y a quand même de la vie de quartier, etc. Donc c'est, on dit souvent troisième voie dans le logement. Ça peut être du social, ça peut être du libre, ça peut être un peu des deux, c'est de l'hybridation.
Donc voilà, clairement aujourd'hui, c'est pas les mairies UMP qui viennent nous voir, mais on a des discussions avec certaines. Voilà. Et sur les jardins, j'avais une question, enfin, les jardins, l'agriculture urbaine. Vous n'avez pas beaucoup parlé de vos liens avec les collectivités? Alors oui. Pour occuper l'espace public à un moment Alors, donné, nous vous êtes sommes en discussion avec eux? Non, nous sommes déjà présents sur des sites, par exemple, dans un collège à Paris, dans le 20e, on est sur 4500 m² au sol. On fait l'agriculture, enfin on est en train d'aménager actuellement. On est présent sur le temps scolaire, hors scolaire et périscolaire, et en plus de ça, on est présent le week-end avec les habitants. On est présent sur le toit d'un collège, on est présent sur le toit d'une... Donc vous discutez avec les gens qui gèrent peut-être le département, qui gèrent le collège. La mairie, la direction espace vert, la DASCO, tout le monde. Donc, vous nous avez parlé de toutes les logistiques, voilà, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'agents, dans les collectivités territoriales qui sont sur ces métiers-là. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont un peu longues à prendre parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent donner leur petit oui. Mais plus ça va et plus le circuit raccourcit. Donc ça va. Ouais. Les volontés sont là en fait, donc ça va beaucoup mieux entre le moment où j'ai commencé, on me rigolait au nez, et maintenant on me dit viens, viens, viens. Mais je dis attends. Il y avait une question au deuxième rang. Catherine Benamiche, je suis responsable de l'accompagnement au relogement à la direction de l'habitat de Plaine Commune. Et je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé sur l'habitat participatif avec des bailleurs sociaux et comment. Alors pas encore, mais on est en train en effet de discuter avec 3 bailleurs sociaux, oui, notamment pour développer de l'habitat participatif dans les quartiers en rue, faire de la diversification de l'offre, donc notamment de l'accession sociale à la propriété, demander aux habitants des quartiers ce qu'ils souhaiteraient comme logement, utiliser le logement comme une filière d'insertion professionnelle locale qualitative et développer les filières de l'éco-construction également. Donc on est en train de... On a un catalogue de solutions qu'on va sortir en juin, dans lequel il va y avoir un produit pour quartier en rue. Mais je parle, excusez-moi, financement État, oui, et du coup des contingents réservataires à la clé. Oui, c'est possible. Et comment vous contournez l'obstacle des contingents réservataires? Parce que pour associer les habitants, il faut les associer dès la conception du projet. À partir de là, ça veut dire que les gens sont ciblés. Dans les décrets de la loi Allure pour faciliter en effet la cooptation finalement, oui, et la contradiction entre cooptation et commission d'attribution de logement social. Mais aujourd'hui, il y a déjà des opérations locatives, sociales, participatives qui sont sorties. S'il y a une volonté politique, c'est possible de le faire en commission d'attribution sur proposition de dossier. Sur des fonds propres du bailleur à ce moment-là et sur des fonds propres du bailleur. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que la DRIL du 93 refuse de financer, enfin, il y a une expérience comme ça qui se tente avec l'OPH de Montreuil, et la DRIL du 93 refuse de financer... Le Praxinoscope ? Pardon ? Le Praxinoscope ? Oui, c'est ça. J'étais avec eux il y a 2 jours, c'est un projet de locatif social participatif. Oui. Alors j'étais avec eux il y a 2 jours justement avec les élus de la ville de Montreuil, ils me disaient qu'il n'y avait plus de soucis. Ça s'est réglé ? Ouais. Eh bien tant mieux. Et il y a un autre statut, il y a la coopérative d'habitants, où là c'est entre location et accession, donc du coup on n'est pas en commission d'attribution. Donc c'est encore de la couture, c'est encore du bricolage parce que c'est de l'expérimentation. On attend la généralisation. En tout cas avec une volonté politique, tout peut se faire. Alors, 2 questions, je sais que ça ne dépend pas de vous. Je m'appelle Anna Milodi, je représente aujourd'hui... Haussez la voix. Oui, je représente aujourd'hui... En plus j'ai une belle voix, merci M. Vassal. Je représente l'Union régionale des centres sociaux d'Île-de-France. Moi j'avais envie de revenir un petit peu à l'interrogation de départ qui est cette organisation de cette grande métropole du futur Grand Paris. Donc on produisait sur la difficulté de comprendre les rouages pour le citoyen dit lambda. Je m'interrogeais comment faire de cet enjeu qui est important, cet enjeu francilien, quelque chose d'appropriable, y compris par les habitants, et notamment les habitants des quartiers populaires. Ils étaient, comment dire, un petit peu abasourdis, un petit peu déprimés même à un moment donné, parce qu'ils sentaient bien que dans ce projet, il y a un risque quand même majeur avec cette métropole très centralisée, qui est le choix qui a été fait par le législateur, d'un éloignement encore plus considérable et de la décision et des institutions pour le citoyen, etc. Bon. Et puis, bon, au fur et à mesure de la discussion, on a travaillé un peu en atelier,
il y a quand même un certain nombre de points qui sont ressortis, et en particulier sur la question des publics. D'abord dans le fait que réorganiser d'un point de vue territorial ou d'un point de vue des échelles, ça peut peut-être permettre d'autres formes d'alliances, de liens, de rencontres entre centres sociaux et entre publics de centres sociaux. Et à l'heure actuelle, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, si on accueille du public qui ne fait pas partie du périmètre du centre social, eh bien ça peut poser une difficulté. Donc il y a peut-être justement des différences d'échelle là qui vont jouer sur la rencontre des publics. Et puis après, et ça on le voit nous dans les différents ateliers qu'on fait, en fait il y a quand même un rapport de toute façon à l'institution, quelle qu'elle soit, intercommunale ou communale ou régionale, etc., de distance quand même, et d'incompréhension, voire même de défiance. Et donc, il voyait aussi l'opportunité d'une forme de réconciliation entre le citoyen et le territoire et les institutions à travers le travail sur cette question de la métropole en recomposition, qui de toute façon est un fait urbain qui, vous avez parlé de Sao Paulo, etc., voilà, qui dépasse le simple cas parisien, qui est un phénomène urbain mondialisé. Et de fait, dans ce que l'on travaille, on a fait beaucoup d'ateliers avec tout type d'habitants, mais aussi des habitants évidemment de quartiers populaires, des jeunes, des moins jeunes. Là, on va faire un travail avec l'association à l'âge sur des personnes en insertion sur les espaces verts. On a fait une expérience avec 15 jeunes en insertion sur le pôle solidaire à Villeneuve-la-Garenne. Dès lors qu'on rentre dans le sujet, il y a un très grand intérêt pour ces questions, parce que le rapport au territoire, le rapport à cette relation entre le centre et sa périphérie, il est extrêmement affectif, il est extrêmement sensible. Et dès qu'on rentre dans ces questions, il y a un rapport à l'imaginaire de chacun qui se joue, il y a un rapport à la trajectoire personnelle, il y a un rapport donc à l'histoire, au vécu que l'on a par rapport à d'où l'on vient et où l'on est et éventuellement où est-ce qu'on aimerait aller. Voilà, pas forcément avec le Grand Paris Express, mais ceci dit, voilà, ça crée des opportunités aussi. Et donc il y a ce rapport-là qui est très fort. Et puis par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu d'éducation populaire qu'on peut tirer avec ce fil de la métropole. Pas parce que la métropole a cette vertu-là, c'est justement parce que les enjeux sont complexes qu'on peut réaborder des choses en termes de... nous, on se rend compte à travers nos ateliers à quel point, par exemple, la question des institutions républicaines, elles sont méconnues, enfin, de l'organisation, des rapports de qui fait quoi. Les gens qui confondent la ville de Paris, la région Île-de-France. Tout ça, c'est mélangé, c'est la même chose. On voit pas très bien. Donc cette nouvelle échelle de la métropole, c'est encore plus confus. Donc on peut tirer des fils comme ça sur les jeux d'acteurs, sur comment ça s'inscrit dans l'histoire, et comment ça s'inscrit dans l'histoire, ça permet de relier aussi l'histoire des quartiers populaires à cette histoire de France, alors qu'aujourd'hui, elle est quand même très très marginalisée, cette histoire des grands ensembles, cette mémoire urbaine. Elle n'est pas du tout partie prenante d'une histoire plus globale qui serait celle des splendeurs de la République. Et donc comment on réinscrit cette mémoire urbaine et sociale et migratoire, enfin de peuplement, dans les enjeux globaux de notre monde actuel, ça veut dire qu'à un moment donné, par ce biais de la métropole, on peut réintroduire du sens, parce qu'on réintroduit l'affiliation de la traduction, de la transmission, voilà, le mot que je cherchais, de la transmission. Et ça manque beaucoup aux gens, de pouvoir resituer pourquoi on en est là. C'est-à-dire, la première question qui sort avec les habitants, mais c'est pourquoi vous faites ça. Vous faites ça. Enfin, les gens, qui le fait,
Et pourquoi ils décident de faire ça? Le Grand Paris, la métropole, etc. Bon, c'est quoi l'origine? Donc là, il faut reprendre les choses. Et donc ça donne l'occasion du coup de revisiter tout ça et de reconstruire avec les personnes à partir de leurs interrogations spécifiques. Ça peut être des histoires effectivement, pourquoi les quartiers populaires, pourquoi les populations immigrées ont atterri à tel ou tel endroit. Donc on peut à partir de là recomposer plein de choses. Et du coup ça interroge sur les propres parcours. Les jeunes avec lesquels on a travaillé par exemple à la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne, ça les a tellement passionnés qu'ils ont voulu produire un quiz de questionnement. Ils étaient en formation sur du numérique, donc ils ont produit un quiz pour rendre le Grand Paris plus accessible. On est en train de le finaliser là, et y compris un public jeune. Donc on va aller dans les collèges avec ça, parce que derrière, voilà, il y a une opportunité, je pense, de renouveler peut-être, ou de se reposer les questions de ce que l'on transmet, et de ce sur quoi on peut travailler avec les publics en termes de, oui, je crois, d'éducation populaire. On a fait une journée avec la CRAGEP. Bon, alors, là aussi, ça pose des questions. Je suis désolé, mais la CRAGEP, leur préoccupation, j'ai eu le sentiment que c'était pas tellement la question des publics. C'est quoi, ah pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Le conseil régional de l'association de jeunesse et d'éducation populaire. Voilà. Donc qui est un réseau régional dans lequel vous avez la Ligue de l'enseignement, les Francas, la Fédération des centres sociaux, etc., etc. Et ma foi, il me semble que leurs préoccupations, elles étaient très liées à quels vont être nos futurs, c'est normal d'ailleurs, quels vont être nos futurs interlocuteurs, c'est-à-dire avec qui on va discuter d'argent, avec qui on va discuter de politique. L'interrogation elle était très institutionnelle, l'interrogation sur comment ça va se traduire vis-à-vis de nos publics, comment on peut retravailler du sens vis-à-vis de ça. Du sens et les rendre acteurs, c'est-à-dire qu'il voilà. y a cette double entrée, c'est-à-dire qu'il y a comprendre, la compréhension, mais il y a aussi l'action. L'action, c'est-à-dire comment la métropole, nous on s'en fout, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, de toute façon il y a un fait urbain, mondialisé, et il y a un état de fait aussi institutionnel, historique, etc. Donc comment cette question métropolitaine, elle est potentiellement levier de transformation dans une situation qui est complètement bloquée, et dans lesquelles les circonstances, le séparatisme social, les ségrégations urbaines ont produit la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ou bien ce que tu disais sur cette façon de considérer d'un côté le développement économique, qu'on retrouve aussi évidemment dans nos collectivités. Il y a d'un côté la direction du développement économique qui n'est même pas foutue de savoir ce que fait le PLI, le plan local d'insertion par l'économique. C'est des gens qui ne se parlent pas, ces gens-là, dans les collectivités. Ils ne savent pas du tout. Je ne sais pas, Pas ça chez toi. Patrick, tu voulais... Je trouve que la question des classes populaires, elle est décisive dans la construction du Grand Paris. Je partage complètement l'idée. Bon, le fait métropolitain, c'est un fait urbain. Donc là, en plus, il y a eu un lucas législatif qui fait que c'est ça. Donc, ou bien on prend l'exil, ou bien on fait avec ça. Si on fait avec ça, la question de la place des classes populaires et comment, dans cette nouvelle donne institutionnelle, on va pouvoir développer un certain nombre de choses, d'autonomie, de solidarité, de développement au sens le plus large du terme, pour moi, c'est une question capitale. Et si on veut répondre à cette question capitale, il faut y compris que cette question soit capitale du point de vue économique. C'est-à-dire qu'il s'agit, je le dis très clairement, il s'agit de construire une autonomie politique des classes populaires, une autonomie sociale des classes populaires, une autonomie économique des classes populaires. Et si je défends l'économie sociale et solidaire, sur la totalité, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui n'y échappe. Et si je pense que je partage complètement l'idée que sur la méthode, la question de l'éducation populaire, elle est centrale, y compris pour pouvoir avoir le meilleur outil possible pour pouvoir construire ensemble, c'est parce que sinon on sera laminé.
Et on voit bien que la métropole, si on laisse faire, elle ne peut pas répondre à son question, puisque dans la vingtaine de projets dits d'opérations d'intérêt national que l'excellent gouvernement qu'on a vient de sortir, comme par hasard, les 2/3 des constructions de logements sociaux se situent entre le nord de Paris et l'est de Paris. Enfin, c'est quand même fantastique. C'est là où on a la concentration maximale, on dépasse de 50, 60, 70% parfois de logements sociaux, et c'est là où on nous fourgue 24 000 logements dans le parc de la Courneuve et 13 000 au Montreuil. Mais c'est de la folie. Ce qui veut bien dire que si nous ne reprenons pas l'initiative populaire, si les classes populaires ne reprennent pas de pied là-dedans, elles seront laminées dans cette affaire-là. Et l'économie sociale et solidaire, là-dessus, elle donne, par les outils qu'elle a, par l'autonomie qu'elle a. L'autonomie, ça ne veut pas dire forcément la marge. Mais parfois, il faut partir de la marge pour péter le centre. Tout bon photographe sait que quand on se met au centre d'une foule, on ne voit pas la manif. Dès qu'on s'en met un petit peu au-dessus de la rue de la République, on voit beaucoup de ce qui se passe. Voilà. C'est bien pour ça que le centre a peur des marges. Ça, c'est vécu, ça. C'est l'ancien guérillot qui parle. Voilà, mais enfin, voilà, je le dis avec un peu de passion, mais ceux qui me connaissent savent qu'au bout d'un moment, on ne peut pas le tenir. Mais voilà, enfin, il y a vraiment un enjeu majeur à ça. Et j'ajoute, il ne peut pas y avoir de modèle unique dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois, enfin, je vais le dire autrement, c'est-à-dire qu'y compris, il faut qu'en permanence, l'institution, elle soit sollicitée, secouée, etc. Oui, c'est vrai qu'à peine commune, par exemple, le pli, il est complètement lié au département éco. C'est une volonté politique, et ça n'a pas été simple, parce qu'y compris les technos de la direction nationale de l'emploi, ils aimeraient bien avoir leur petite affaire à eux, en dehors des questions économiques, des machins, qu'est-ce qui vient nous casser les pieds avec leur habitat coopératif, et puis machin, des jardins, enfin, bon, les jardins, ça ne fait pas de taux d'insertion, voilà, etc. Voilà. Bon, donc cette tension-là, cette dialectique-là, elle est en permanence. Moi, je pense qu'il faut la mener, parce que la mener, c'est la condition pour ne pas être mort de faim et même être un peu plus intelligent. Juste, si je peux rajouter quelque chose. Parce que... Ouais, mais par conséquent, je pense que par rapport à ce que vous disiez sur la concertation qui serait terminée, non, je pense que ça démarre. Simplement, effectivement, évidemment, on a un temps de... non pas de retard, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus difficile de se mettre ensemble. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ce type d'échange, par exemple, mais c'est-à-dire les cadres de la coopération. Et les cadres de ce qui peut nous rassembler, parce que on est chacun, il y a quelqu'un qui a soulevé la question du financement, etc. Enfin, chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres enjeux, et comment est-ce que cette circonstance particulière du Grand Paris, elle nous paraît suffisamment forte, légitime et pressante pour que on prenne le temps, comme vous aujourd'hui, de venir, de discuter, d'échanger, d'avoir envie de construire et de trouver le cadre pour le faire. Voilà. Et comment, du coup, après, ça peut porter politiquement et que ça peut être relayé politiquement, parce que c'est aussi ça. Une fois qu'on est force organisée, auto-constituée, comment est-ce que ça infuse et ça diffuse jusqu'à un niveau qui peut être celui de la décision. C'est ça qui est très, très compliqué, mais ça démarre. Voilà. Donc je vais me présenter, Philippe Georges, donc je suis représentant syndical CGT de la grande maîtrise parisienne. Et donc je voudrais apporter juste un éclairage et un ressenti de nos organisations syndicales et à Paris en particulier par rapport à ce qui est évoqué au milieu associatif. Aujourd'hui, et notamment dans le domaine des parcs et jardins, mais c'est aussi vrai dans le domaine du sport, on nous oppose souvent sur des emplois publics des associations, et c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, Paris, entre autres, développe des surfaces de plus en plus grandes de jardins. Ça ne s'accompagne pas d'emplois pour autant. Et on confie de plus en plus le politique à des associations. Alors, on oppose aujourd'hui ce milieu associatif à des emplois pérennes. On souhaiterait plutôt que ce soit plutôt des emplois d'insertion tremplin et que ça débouche sur de l'emploi plein, mais ce n'est pas souvent le cas, et ce n'est pas en tout cas ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même dramatique, c'est-à-dire que quelque part, parce que les collectivités, on le sait tous, ont des restrictions budgétaires, à l'emploi public qui va dérouiller. Or, c'était quand même un pilier de notre République. Et c'est pas être contre, mais comment on pourrait s'associer avec les milieux associatifs et les syndicats pour avoir des revendications qui feraient qu'on pourrait aller dans le même sens. Alors j'entends ce que dit monsieur
pleine commune, mais la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, s'est éloignée le citoyen des formes de décision, hein, c'est très clair. Alors si le milieu associatif permet de recréer du lien, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très lisible, et puis qu'on entend nos gouvernements qu'on diminue les strates, je suis désolé, aujourd'hui les strates on les augmente. Hein. La commune, le territoire, le département, la grande, enfin, Paris Métropole, la région, quelque part. Et puis aujourd'hui, on a la métropole du Grand Lyon. Quand on voit ce qui s'y passe, je m'excuse, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais apporter. Peut-être qu'il est à l'opposé de vos réflexions, mais c'était l'éclairage que j'avais envie d'amener. Non, c'est pas de mon catégorisé. Donc si on n'active pas des formes de clause d'insertion, si on ne trouve pas un nouveau deal social, et là, les organisations syndicales, elles sont indispensables, parce qu'il n'y a pas de nouveau contrat social sans que la représentant des salariés qui soit présent. Enfin, le 28 ans de syndicalisme, je vous raconterai de quoi on parle. Mais y compris très concrètement, c'est un enjeu concret. Pour les syndicalistes de l'économie sociale et solidaire, comme pour les employeurs, on a y compris, je trouve qu'on aurait intérêt, et à l'UDES on est un peu court là-dessus, l'UDES qui regroupe l'employeur de l'ESS, on aurait intérêt à réfléchir les uns et les autres, et ensemble, y compris en termes de convention collective. Comment ce que nous disons sur faire autrement du social et de l'économie, quelles conséquences, quelle implication très concrète ça peut avoir en termes de convention collective. Il y a une entreprise privée qui s'est créée sur la commune d'emploi de services. Elle a eu un soutien extraordinaire, le prix Talent des cités au Sénat, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, 6 ans après, la régie de quartier continue à vivre avec 15 salariés. Seuls pour l'entreprise privée qui a été créée, seuls ceux qui sont au prud'homme avec elle s'en souviennent. Voilà. Donc là-dessus, et pourtant, la réaction c'est une ligne de gauche, donc, et des syndicats étaient très frileuses sur l'économie sociale et solidaire. Donc j'abonde sur ce point-là, sachant que par contre, la question se pose très peu quand on dit « Ah ben il y a des problèmes dessous, on va passer à un marché public ». Et là, on a des entreprises, tout ce qui est pas plus solidaires que les autres, qui sont des entreprises classiques, dont certaines, là aussi j'ai fait un test récemment, vivent totalement de fonds publics. J'ai interrogé des entreprises avec lesquelles on est en contact. J'ai eu la surprise l'autre jour, je leur ai dit « Mais quelle est la proportion dans vos recettes des marchés publics ?» Les 2 entreprises qui étaient là m'ont dit 95%. Et en fait, elles étaient plus subventionnées, non, plus financées par des fonds publics que n'était la régie de quartier localement. Et on ne se pose pas la question à ce moment-là de comment est-ce que, trop peu, à mon avis, la question de comment est-ce qu'on peut revoir complètement ce fonctionnement. Et là, la loi ESS nous donne des moyens là-dessus, puisqu'elle reconnaît la subvention et elle permettrait des ouvertures qui sont, à mon avis, peu utilisées. Et la directive marché public européenne, qui doit être transcrite dans le droit français, là aussi, alors d'habitude on dit Bruxelles est pour la concurrence à tout craint, et là c'est le contraire. Bruxelles dit les pays peuvent adapter et choisir quelles sont les bonnes méthodes pour organiser. Il ne faudrait pas que dans l'organisation de nos collectivités locales et dans l'organisation, dans la transcription en droit français, on ne prenne pas conscience qu'il y a d'autres moyens d'organiser les rapports économiques et humains entre les collectivités locales et les entreprises justement de l'économie sociale et solidaire que le bête marché public, dont on sait qu'en fait, dès qu'on commence à rentrer sur des critères qui s'éloignent du kilomètre de goudron ou du mur de parpaing, sont quand même très très difficiles à analyser. D'abord pour créer le marché, l'appel d'offres, mais aussi pour l'évaluer. Donc il y a une énorme faiblesse là-dessus qui est au moins aussi faible que la subvention ou la convention traditionnelle qui donne des moyens de contrôle de ces. Donc je crois que là-dessus, l'interrogation des syndicats est légitime, mais elle est surdimensionnée par rapport à la réalité. Et on va être beaucoup plus pointilleux sur l'économie sociale et solidaire qu'on ne l'est sur l'économie classique, dont si on creuse un petit peu, on verra qu'elle ne donne pas plus de sécurité, c'est clair, et elle rend plutôt moins service à la collectivité. Pour info, là, j'entends que les associations, je sais pas quoi, nous on est subventionnés à peu près, on a 40% de ressources qui sont directes. Voilà, on fait de l'agriculture en travaillant.
et en gagnant un peu d'argent. Nous sommes une association. Les associations, on a quelques subventions qui arrivent et qui viennent, encore on ne va pas s'en plaindre, on va les chercher. Mais essentiellement, on cherche surtout une autonomie financière pour garantir nos emplois. Mon prénom pour moi, c'est Jean-Philippe, président de la DES valdoise. Sur la nécessaire, effectivement, collaboration et coopération entre le milieu syndical et l'économie sociale et solidaire, vous inspirez juste une petite réflexion et surtout un nom. Vous citiez un grand fonctionnaire, en général des affaires sociales, Jacques Fournier, et aussi un inspecteur, un haut fonctionnaire du ministère des Finances que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean-Christophe Ledouigou. Jean-Christophe Ledouigou est pour moi celui qui, en matière de langage commun entre les notions à partager dans le milieu de l'économie sociale et solidaire et le milieu syndical, a la réflexion la plus aboutie, la plus apaisée, la plus instructive. Donc je crois qu'on aurait tout intérêt, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a effectivement une histoire qui n'a pas toujours été commune ou partagée. Il en parle très très bien. Donc sur cette question effectivement essentielle, je ne ferai que conseiller de s'en remettre effectivement à ce qu'a pu écrire Jean-Christophe Ledouigou sur le sujet. Voilà, c'est juste une petite aparté. Il devrait y avoir des dispositions spécifiques dans la nouvelle loi ESS, mais c'est effectivement comment ne pas mettre, ou créer un cadre favorable ne permettant pas de mettre en concurrence en fait des structures relevant de l'ESS avec des majors. Je prends le cas du BTP notamment, puisque effectivement dans le cas des travaux du Grand Paris, mais de travaux d'infrastructures de transport, où la mise en œuvre des clauses d'insertion est très prégnante, la question aujourd'hui se pose sur comment, quid de la mise en œuvre de ce dispositif d'insertion, enfin de ces clauses d'insertion qui de manière, qui moi m'interpellent, font l'objet justement de mise en concurrence, qui deviennent des vraies prestations marchandes et du coup qui mettent en concurrence des ressources locales. Je pense à des plis, je pense à des facilitateurs locaux qui se retrouvent mis en concurrence sur la mise en œuvre de ces dispositifs avec des majors du BTP qui développent eux-mêmes maintenant des plateformes de gestion des clauses d'insertion. Tout ça pour dire que même les clauses d'insertion aujourd'hui dans ces grands marchés de travaux, elles font l'objet de mise en concurrence sous prétexte effectivement, les maîtres d'œuvre ayant peur effectivement de dire mais de se faire d'être accusés de passer des marchés déguisés avec des plis lorsqu'elles leur versent des subventions pour pouvoir gérer ces dispositifs d'insertion. Donc il y a quand même on en arrive quand même à des situations très, très loufoques, au détriment d'ailleurs de ces acteurs locaux qui agissent pour le service public de l'emploi. Et notamment, pour ne pas les citer, mais dans le cadre de travaux d'un prochain tramway sur le territoire sur lequel je travaille, notamment la communauté d'Aglo-Seine-Amont, le STIF a un projet de tramway qui devrait démarrer en 2008. Et la question de la gestion des clauses d'insertion, elle a évidemment été mise en avant par le territoire, qui aura évidemment un œil attentif à ce que ces travaux profitent aux habitants. Et le STIF est très craintif sur cette question-là. Il dit mais moi je ne pourrais pas verser de subventions aux acteurs locaux qui mettront en œuvre les clauses d'insertion parce que je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir un marché déguisé et je préfère passer un marché pour la gestion de ce dispositif d'insertion. Donc il y a un vrai risque que ce marché-là écarte les ressources locales en capacité de prendre en charge la gestion de ces clauses. Voilà. C'était juste, du coup je pensais à l'exemple de la régie de quartier d'une société privée qui était venue s'installer et qui bénéficiait de fonds publics. Enfin voilà, ça faisait écho à ce... Non, il y a un cadre juridique des marchés publics qui permet de déployer 5% voire 10% des marchés publics sur des clauses sociales qui peuvent être mobilisées pour ça. Sur Plaine Commune, on dépense à peu près 40 millions d'argent public entre l'ANRU, les grands chantiers, etc. Il n'y a aucune mise en concurrence sur les clauses d'insertion. Elles sont toutes
appliquées, et même au-delà des 100% qui sont signés, dans le cadre de conventions bilatérales, pilotées par la petite armée mexicaine qui s'occupe des clauses d'insertion. Hein. On a un chargé de mission par ville et un coordinateur général. Alors évidemment, c'est de la négociation, donc quand on est avec VIE, la filière insertion de Vinci, bon, c'est un débat, mais au bout de 10-15 ans quand même, on y arrive. Moi j'ai été 10 ans trésorier d'une petite commune, je peux te dire que il n'y a jamais eu de mise en concurrence de ce point de vue-là, parce que c'était pas la politique du territoire, c'était pas la politique du pays, et que dans tous les cas, on a des fois, de façon très compliquée, on a agi par négociation. Par contre, on a globalement, même y compris nous, hein, par exemple, là, on a un service de la commande publique à pleine commune, enfin je le dis ici parce que entre nous, qui est plus frileux que celui de la ville là-dessus, mais donc, et Benoît avait raison de le souligner par rapport au régime de quartier, si tu veux. Bon, mais après, c'est de la question de la technique, c'est-à-dire comment tu motives pour que telle partie d'entretien de l'espace public, ça puisse naturellement, entre guillemets, aller à la régie de quartier, le fleurage de Sourtille, et puis tel autre plutôt à la SIAE qui s'appelle territoire, et puis l'autre machin plutôt sur Allage, et puis la troisième sur la régie de quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Mais bon, ça c'est de la technique, si tu veux, mais si on fait de la politique que dans l'incantatoire, évidemment, après, à part frimer, ça sert à peau de balle, mais bon, on a aussi un vrai travail à faire par rapport à la commande publique et à nos services là-dessus, parce que il faut savoir quand même que l'article 30 et les clauses sociales, elles sont notoirement sous-utilisées, si tu veux. Notoirement sous-utilisées. Donc déjà, on pourrait multiplier au moins par 10 l'ensemble de l'activité de l'ESS et de l'IACE si l'ensemble des collectivités mobilisaient les clauses sociales dont elles peuvent légalement bénéficier aujourd'hui. Encore faut-il appuyer sur le bouton et faire en sorte que derrière ça travaille. En termes de technicité, ils ne sont pas toujours familiarisés. Donc effectivement, nous en tant que collectivité, on les sensibilise, mais... Le Steve, c'est quand même le conseil régional. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est pas faute de militer auprès d'eux pour... mais il y a vraiment un travail de... C'est dialectique. Hein. Ouais. Alors je représente le conseil régional, moi je suis chargé d'études, mais à l'heure actuelle au niveau du STIF, il y a des clauses sociales dans tous les marchés publics du STIF. Ensuite le STIF délègue la maîtrise d'ouvrage à la RATP, à la SNCF Réseau, anciennement RFF, et du coup les maîtres d'ouvrage ont aussi des clauses. Maintenant quand vous déléguez, vous ne pouvez pas forcément imposer un nombre d'heures, un pourcentage. À l'heure actuelle dans le cadre des travaux du Grand Paris, il y a une réflexion qui est menée afin de pouvoir faire signer à tous les maîtres d'ouvrage une charte, RSE, ça avance, oui. Ouais, ça avance. Et du coup, qui a été annoncé le 14 avril, je crois, au comité interministériel. Donc, en fait, il y a des choses qui sont en train de s'écrire à l'heure actuelle. Et la région se positionne aussi pour accentuer ces choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas la main forcément sur la SGP, surtout. Je dirais la Société du Grand Paris, mais il y aura une obligation de mettre des clauses dans chaque marché. Donc, en fait, je ne sais pas si la question c'était tant dans la coordination des clauses sur le local ou dans les marchés, parce que dans tous les marchés, il y aura des clauses. Très bien, mais est-ce que les acteurs de l'insertion par l'économique peuvent être associés à la définition de ces clauses? Parce que c'est ça, nous on a travaillé avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion, études des chantiers, à l'âge, etc. Ils nous disent, mais nous on va pas y aller sur les clauses. C'est trop compliqué, c'est trop loin, c'est un enfer à gérer, on n'ira pas sur ces trucs-là. Voilà. Et donc s'il n'y a pas là aussi un travail, c'est intéressant qu'il y ait un texte de charte, qu'il y ait des intentions. Mais là aussi, il va y avoir des annexes et des signatures. Hein. Non, c'est pas. J'interroge juste le fait que à quel moment. Enfin, là, il y aura des annexes, mais est-ce que les acteurs de l'insertion par l'économie, qui sont les premiers concernés, ne pourraient pas être que des annexes? Enfin, non, c'est pas des annexes. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut pas juste l'annexe derrière le texte? Alors, à l'heure actuelle, le Conseil régional d'Île-de-France a des experts en la matière, parce qu'au niveau du Conseil régional d'Île-de-France, dans tous les marchés, il y a des clauses sociales. Aujourd'hui, au fait, on insiste pour une prise en compte des clauses sociales dans les marchés de Grand Paris, qui sont liés à la SGP et pas forcément au STIF. Donc, quand vous parlez de la coordination des clauses, moi j'entends que ça va être des grands groupes qui vont coordonner les clauses. Il y a des appels à projets au niveau de la directive de France qui sollicitent au fait les acteurs locaux de l'emploi afin qu'ils puissent coordonner. Il y a des organisations qui se proposent à l'heure actuelle. Il y a des choses en réflexion. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel à projet, je crois, l'URPLI.
Voilà, les choses ne sont pas encore faites, mais la coordination, je pense qu'elle sera associative au niveau régional et certainement soutenue aussi par le conseil régional. Donc elle ne sera pas privée, je pense, sur les... Non mais là, je ne faisais pas référence à... Parce que c'est que le tramway fait pas... Enfin, ce tramway, je sais pas... Le T9, il n'est pas dans le Grand Paris. Il n'est pas dans le Grand Paris, voilà. Donc il ne faut pas mélanger les chantiers avant le Grand Paris non plus et les chantiers du Grand Paris si on est sur la thématique Grand Paris en tout cas. Parce que du coup, le T9 était un chantier bien en amont qui était géré par la MDE de Paris, je trouve. Non mais la question de départ, très clairement, c'est comment éviter que la gestion des clauses devienne un produit marchand, devienne une prestation marchande. Alors que sur des territoires, on a des acteurs du service public de l'emploi à qui ça échappe complètement, alors qu'ils sont quand même les mieux à même de piloter ce genre de dispositif et de coordonner. Voilà. Ils ne peuvent pas écrire les marchés à la place des maîtres d'ouvrage non plus, c'est ça le souci. C'est trouver le juste milieu aussi pour que les choses soient... Nous, les acteurs, sont consultés sur l'écriture des avant leur Bonjour, je suis autre représentante de la région. En fait, c'est un peu un hasard que je sois là en même temps que Stéphanie Rodriguez. Je suis Pascal Bourra aussi, je suis la directrice générale adjointe de l'unité de développement de la région. Et ce que je voulais apporter comme complément à l'intervention de Stéphanie, qui me paraît vraiment important par rapport au sujet que vous évoquez, c'est qu'il y a un élu qui a été désigné par le président Muchon pour s'occuper spécifiquement des questions de l'emploi liées au Grand Paris, au chantier du Grand Paris. Ça me paraît très important par rapport à tout ce que vous êtes en train d'indiquer, c'est-à-dire tout l'aspect très technocratique, entre guillemets, de ces différents dossiers, c'est-à-dire ces marchés qui vont représenter une commande publique vraiment extrêmement importante. Donc cet élu qui est donc délégué à l'emploi sur cet aspect du Grand Paris s'appelle François Calfon. Et je pense que le fait qu'il y ait un portage politique spécifique sur ce sujet aidera tout à fait à faire avancer le sujet. Et je pense que vous pourriez aussi organiser une rencontre avec lui ou son chargé de mission pour faire valoir votre point de vue. Alors bien entendu, un certain nombre d'actions sont déjà engagées et on ne peut pas forcément arriver à inclure un certain nombre de dispositions dans des textes qui ont fait l'objet d'énormément de négociations. Mais je crois que la plupart des acteurs ont envie que les choses soient efficaces. Beaucoup des opérateurs qui vont intervenir sur ces grands chantiers souhaitent que la population des territoires puisse être partie prenante parce qu'ils pensent que c'est un facteur de succès. Et donc je pense que vu que la région alors, a plein d'activités, mais vous soutient aussi par d'autres aspects, on peut aussi porter cette proposition auprès de cet élu pour que cet aspect soit vraiment pris en compte. Voilà. Merci. Oui, en fait, depuis qu'on a commencé, je vois bien qu'il y a deux grands paris. Il y a le Grand Paris motorisé qui tourne, là, le métro, et puis il y a le Grand Paris organisation politique. Hein, et on voit bien... Il y a deux lois d'ailleurs. Hein. Oui, alors, par rapport à votre intervention sur la concertation, nous, on a vécu avec l'histoire du train, puisqu'il y a la gare là, qui arrive, des séquences très bien faites de concertation sous l'égide d'une organisation nationale, la commission du grand débat, qui sont des gens sérieux, qui savent faire. Commission nationale du débat public. Ou du débat public, voilà. Et ces gens-là ont effectivement pu permettre aux gens localement, mais sur la question du train, pas sur la question de l'organisation politique. Mais bon, je voulais juste le dire parce qu'il y a eu un moment quand même, et peut-être que justement c'est un jeu qui fait que on s'est exprimé par rapport au Grand Paris, donc voilà, on n'a plus besoin forcément de parler du projet politique alors qu'on n'a jamais parlé du projet politique. Mais pardon, quelle était la question, monsieur ? Ah, moi j'ai posé une question. Non, la question qui était posée dans le cadre de la concertation, dont vous parlez par rapport au train. Donc, quand la Société du Grand Paris qui est chargée de faire ce grand système de transport a dû mener des projets, a dû mener une concertation très très bien conduite, avec vraiment très bien structurée, bien animée, avec des moyens, avec une parole qui a vraiment pu tourner, avec des cahiers d'acteurs, avec vraiment une quantité, un dispositif réellement très très important mis en œuvre, mais sur la question des transports. Alors je ne sais pas quelle est votre question. Oui.
la question du transport, c'est-à-dire où placer la gare. Le Grand Paris, alors ça c'est justement une question qui n'a jamais été abordée. C'est assez rigolo. Parce que ah ben non, il n'y avait pas qu'une question, il y avait en fait, voilà, le Grand Paris. Il y avait à l'époque deux projets contradictoires, qui étaient le projet gouvernemental de Grand 8 autour de Paris, reliant des pôles structurants des clusters, donc, qui était la logique de Christian Blanc, ministre de la région capitale, et le plan de transport adopté par la région dans le cadre de son schéma directeur. Et donc il fallait pouvoir concilier tout ça, et c'est ce qui a été fait effectivement. Il y a eu de grosses avancées, et de 8 gares on est passé à 69 gares. Bon. Et ça a été revu, il y a une prise en compte du développement des lignes de métro existantes, des lignes de tramway existantes, de la modernisation des RER, en même temps que la construction d'un nouveau réseau de transport. Hein, voilà, il y a des avancées de ce type. Mais je dirais que la mobilisation citoyenne sur est-ce que je vais avoir une gare, est-ce que ça va être à tel endroit, est-ce que, etc. Bon, mobiliser les citoyens sur de la gouvernance, sur des affaires institutionnelles, sur des choses comme ça, on en a moins envie peut-être à un certain niveau, voilà. Et pour les citoyens, c'est peut-être pas aussi évident de s'inscrire dans cette démarche-là. De toute façon, on ne leur a pas demandé de s'inscrire dedans, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas eu. On a essayé d'avoir une entrée sur le marché du logement par des processus, de la réassurance au niveau institutionnel, du lobbying politique. J'ai participé à la rédaction de la loi Allure sur l'habitat participatif, etc. Et on est écouté. On est identifié comme expert, mais il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de mobilisation citoyenne. Donc, nous, notre conclusion, ça a été quoi? Ça a été de lancer un site internet, qui est un site de rencontre pour futurs voisins, pour compter le nombre de personnes qui veulent faire de l'immobilier dans une troisième voie qui est l'habitat participatif, montrer que ça pèse, montrer aux élus que c'est des électeurs, montrer aux opérateurs que c'est des clients, montrer que c'est des citoyens qui se mobilisent, etc. Et plus il y a de personnes qui, au niveau de la base, se mobilisent, plus derrière c'est facile de faire bouger les lignes. Donc c'est toujours un aller-retour entre prendre en compte des besoins citoyens qui parfois s'expriment de manière un peu trop affective, des besoins de processus opérationnels des opérateurs qui sont sur des processus lourds avec des normes ISO 14001, etc. Et des processus et des organisations institutionnelles compliquées avec le millefeuille. Donc voilà, c'est comment développer la logique de concertation. Pour moi, le vivre ensemble et produire un nouveau modèle de société, ça passe par que ces trois pôles, chacun discute entre eux et puis discute également les trois ensemble. Donc, mais bon, la base pour moi, c'est mobilisation citoyenne. Sans mobilisation citoyenne, on n'arrivera pas à faire bouger les lignes. Donc, je ne sais pas s'il faut dire vive Internet, parce que Internet ne fait pas tout, mais l'articulation entre des outils Internet qui permettent aux gens de se compter et de rentrer en relation, et des ateliers participatifs où on utilise notamment des formats d'intelligence collective, et ben ça permet de montrer qu'il y a une demande massive, je ne sais pas, mais en tout cas un peu alternative et cependant structurée pour faire évoluer les lignes de tous les autres partenaires. Voilà pour ma conclusion. Thomas? Je rejoins un peu ce que tu disais aussi, c'est la co-construction de la politique, parce qu'on se rend compte quand même, le débat a dérivé sur commande publique, qui même quand on nous envoie tout le temps de la formation sur comment nous, acteurs de l'insertion, on peut y répondre, ça reste très compliqué, bien qu'on fasse 15 réunions pour qu'on dise voilà comment on monte une réponse. Ma conclusion, ce serait quand même de continuer à prouver que l'ESS n'est pas un anti-modèle, ni un alter-modèle, mais qu'on est quand même dans l'économie, parce que sinon on va rester vu comme juste des militants, et ce que je ne suis absolument pas. Moi je ne veux pas les marchés réservés, on doit se professionnaliser. J'ai pas envie qu'on me dise on vous garde un petit bout, vous, alors soit en annexe, soit ce que vous voulez. Ça nous pousse à nous regrouper, à nous professionnaliser. Il y a des associations qui sont dans l'occupationnel qui doivent le rester parce que c'est leur objet initial. Le SS, on parle bien d'économie. Soit on se professionnalise, on peut aller en concurrence avec un monde classique, en montrant que notre mode à nous, on arrive à concurrencer un mode classique, plus ancien. Mais si on n'arrive pas à montrer qu'on ne peut pas le concurrencer, on n'arrivera pas à prouver aussi que ce nouveau modèle économique peut rester. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai pas envie qu'on nous garde un petit bout de terrain, j'ai envie qu'on montre que c'est un modèle qui est viable.
non pas en le défendant, mais en démontrant que ça fonctionne. Bientôt, vous pourrez réunir le capital. Il y a du capital social. Voilà. Alors moi je conclurai peut-être sur deux exemples un peu contradictoires. Le premier c'est on a créé un Saint-Denis, une espèce de navire amiral de l'ESS qui s'appelle le Point Carré, qui est maintenant une SIC. Et par rapport à un bout d'échange qu'on a eu, donc on a donné dans le conseil d'administration 20% des droits de vote, enfin dans la coopérative, 20% des droits de vote aux salariés de la SIC, et on crée un coopératariat, comment on appelle ça, populaire, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'ensemble des gens de Saint-Denis et des environs qui le souhaitent pour être coopérateurs, et les coopérateurs auront 25% des droits de vote dans la coopérative. Donc voilà, c'est une réponse sur un point qui est abordé. Deuxième exemple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans les débats qu'on a sur la politique de la ville, en particulier avec l'État, je vous avoue que le SS est à la fois malvenu et on a beaucoup de mal à se faire comprendre. On va mettre par an 22-23 millions d'euros d'argent public, notamment pour revitaliser de l'activité, de l'emploi en bas d'escalier, et pour faire en sorte que ça, ce ne soit pas seulement un truc à la marge et que l'ESS prenne toute sa place là-dedans, voire même ce que je défends soit prioritaire pour y aller, il faut plus qu'un pied de biche pour pouvoir ouvrir les portes des préfectures et des sous-préfectures. Juste en écho, mais sans vouloir polémiquer avec mon voisin, moi je suis personnellement sur la position, je suis pour qu'on prenne des clauses, je suis pour qu'on prenne des bouts, et comme je suis un garçon un peu excessif, je veux aussi tout le reste du monde pour l'économie sociale et solidaire, parce que je n'ai pas d'autre raison de vivre que de tenter de créer un autre monde que celui qui est. On est un peu partagé, on est un peu divisé, parce que il y a une certaine tension entre ce qu'on perçoit, il y a cette espèce d'ADN très français, très ancien régime, de quelque chose voilà, où on répète toujours le même, hein, c'est l'État centralisateur qui recentralise, et la manière dont cette loi MAPTAM, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, dans la façon dont elle a été amenée, votée, etc., mais c'est complètement antidémocratique, et déjà dans la façon dont on n'a pas été associé à tout ça, mais y compris dans la manière dont ça s'est passé à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, voilà. Et donc, on a l'impression, y compris dans les discours des ministres, des gens qui portent tout ça, dans ce qui se discute en ce moment, que c'est vraiment de l'arrière-garde, c'est vraiment de l'arrière-fond, c'est vraiment... Bon. Alors donc on a l'impression de se battre un peu contre des moulins à vent quand on voit tout ça. Il y a une espèce de pesanteur, de chape de plomb très, très franco-française, où là c'est tout notre ADN national qui pèse sur ce qui est en train de se passer malgré tout, parce que c'est là où on est en tension, et en faisant ce travail autour des questions métropolitaines, qui, comme je vous l'ai dit, n'était pas l'objet initial de Métropop, c'est incroyable ce que ça peut susciter, de rencontres, d'énergie, de choses. Moi je suis d'accord avec Nadine, il y a des ouvertures, s'il y a de la mobilisation citoyenne, il y a des choses qui sont possibles, il y a des institutions, Plenco, mais aussi la ville de Paris, il y a des personnes, il y a des individus, il y a des interstices, il y a des choses sur lesquelles on peut peser, il y a des innovations qui sont possibles, il y a un mouvement nouveau, il y a plein d'idées nouvelles à construire et à reconstruire. Bref, je trouve que c'est malgré tout assez exaltant, si tant est qu'on ait le temps de se réunir. Et voilà, donc c'est vraiment la question de comment on se construit et quels sont les moyens pour se construire. Je vous invite évidemment à rester en contact avec nous si tout ça vous intéresse, et si vous voulez rester dans cette dynamique qu'on essaye de porter de collective, de co-construction citoyenne de la métropole. Voilà, parce que y a besoin effectivement de ces mobilisations, sinon ça ne fait pas changer les lignes, ça ne fera pas changer les lignes, ça c'est clair, alors qu'il y a une vraie opportunité, à mon sens, avec tous les acteurs qu'on est là, de proposer des choses un peu neuves dans la manière dont on va faire péter les frontières, les digues, les barrières mentales et autres représentations surannées de nos territoires et de la façon de les habiter. C'est noté.
I fake ça. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est un joli sac, mais moi j'ai mis un seul, j'ai mis l'imagination. Donc je vous invite tous à imaginer et à faire, tout simplement. Parce que là, beaucoup de choses ont été dites, je suis d'accord, je rejoins, je ne veux pas être une annexe, je ne veux pas me battre contre beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup, il faut qu'on. Voilà, donc faites parler l'imagination, je vous assure que tous les jours dans votre quotidien, quand les gens viennent me voir, on arrive à faire plein de belles choses. Et on crée de l'emploi, beaucoup d'emplois. C'est pas fini, hein, c'est que le début. J'ai commencé à embaucher l'année dernière, je suis déjà à 5. Merci.